savoir comment. Le buffet en noyer. Alors, vous regardez, vous voyez, il y a donc cette forme de buffet qui est déjà en elle-même très éducative, c'est des buffets flamands, c'est-à-dire des buffets de l'Europe du Nord, avec cette tourelle centrale tiers-point, comme ça. Ça, c'est pas français du tout. On voit ça dans les pays du Nord, en Allemagne en particulier. Voilà. Alors, pour le reste, bon, alors les tuyaux, je vais dire les ballons de tuyaux comme des fusillés, vous voyez, on voit encore quelque chose à feu. Vous avez sur la tourelle centrale, on voit un tuyau qui est à feu. Ça, c'est une balle de 1674, ça. Bon, il y en avait d'autres, Bernard Robertin les a effacés, qu'est-ce qu'il a pu. On ne pouvait pas non plus trop effacer, c'est d'abîmer le tuyau. Mais bon, il a fait ce qu'il a fait. Alors, ces tuyaux-là, de toute façon, sont en métal, riche et cher. Bon. Alors, pour le buffet lui-même, la décoration est assez étonnante. Alors, vous voyez cette forme très géométrique qui est quand même 627, c'est quand même un modèle, c'est un parquet. On peut penser que est-ce que c'est le choix d'un instrument flamand, un style flamand? Est-ce que c'est un buffet de récupération? On ne sait pas. Est-ce qu'il était ailleurs? Voilà, c'est un buffet d'occasion. On ne sait pas. Où est-ce que c'est un buffet original? Bref. Alors, vous avez cette construction, ce tiers-point, c'est plat de face, comme ça sur les côtés. Ça, vous voyez ça dans les ordres antiques. Et puis, il y a la décoration. Alors, la décoration, elle est à la fois assez, je dirais, classique, c'est-à-dire chapiteau corinthien, feuilles d'Advente, bon. Et puis, il y a des feuilles de cerisier. Et il y a des feuilles d'olivier. Donc, des feuilles d'olivier, on les voit un peu, bon, et on peut se dire pourquoi. Il faut savoir quand même, on est en terre des Habsbourg d'Espagne, c'est-à-dire, vous savez, un empire qui va depuis les Provinces-Unies jusqu'à la Sicile, la Sardaigne, Naples, les deux Siciles, et bien sûr, du côté d'Amérique, bien sûr, enfin bon, déjà en Europe. Et donc, les artistes, les artisans voyagent. Vous avez des Flamands, vous avez des Français, vous avez des Espagnols, vous avez des Italiens, vous avez des Siciliens, etc. Et ça s'échange tout ça. Voilà. Donc on peut imaginer que la personne qui a fait ce buffet, l'ébéniste, etc., était quelqu'un du Sud, tout simplement, et qui était nostalgique, qui avait mal du pays, qui disait je vais mettre des feuilles d'olivier, ça me rappellera le pays, ça me réchauffera. Donc on peut imaginer que c'est ça. Parce qu'on n'a aucun autre document. Bon, pour le reste, vous avez les têtes d'Angelo, ça c'est relativement classique baroque. Vous avez cet Angelo ailé qui est dessous, là, qui est également très début XVIIe siècle. Vous avez les armoiries d'Orgelet juste dessous, mais qui ont été rajoutées au XVIIIe siècle, avec les trois épis d'orge. Ça a été rajouté après, on voit que le style n'est pas du tout le même, c'est beaucoup plus XVIIIe siècle. Et puis alors, il y a là-haut. Alors là-haut, ça c'est quand même magnifique. C'est d'abord ces deux ostensoirs, ce sont des ostensoirs, mais des ostensoirs, je dirais, stylisés, qui étaient garnis, ça c'est Bernard Robertin en 1994 qui l'a trouvé, de verre de toutes les couleurs. Il y avait à l'intérieur des intérieurs, dans le cercle central, il y a la peinture rouge, il y avait de la couleur. Alors, pourquoi? Quand l'orgue était là-bas, est, le soleil se lève là-bas, passe à travers les verres de couleur et projette sur les murs un kaléidoscope, pour le plaisir de l'œil. À mon avis, c'était bien le seul plaisir que les fidèles devaient avoir, parce qu'avant, sinon, on ne peut pas rigoler. Donc, c'est uniquement pour l'œil. C'est étonnant. Et on n'a pas d'autre exemple en France de quelque chose comme ça. Il n'y a qu'à Orgelet qu'on a trouvé ça. C'est extraordinaire. Voilà, c'est une idée, je ne sais pas qui, du menuisier, de l'ébéniste, de Jean de Herville, je ne sais pas. Bon. Ensuite, vous avez la Vierge au-dessus, qui est la Vierge de l'Assomption, puisqu'ici c'est Notre-Dame de l'Assomption, qui est une Vierge sur un croissant de lune. Elle est sur un croissant de lune et elle est sur le globe terrestre. Et en fait, il s'agit de la Vierge, bien sûr, mais il s'agit d'une référence très claire à ce que dit Jean dans l'Apocalypse. À la fin, il dit « Une femme viendra sur un croissant de lune,
une femme grosse, c'est-à-dire enceinte, et elle terrassera le serpent. Bon. Voilà la Vierge sur son croissant de lune, sur Terre, une Vierge légèrement, on dit, dans une situation intéressante. Hein, et c'est une, quand on la voit de près, moi bon, allez, quand on la démonte, quand on a restauré l'instrument, on l'a restauré avant l'église, on a mis un peu la charge avant l'église, on n'aura pas de. Mais bon, il a fallu le protéger, bulle, sous vide, hein, parce que sinon. Et on a enlevé, c'est chevillé, hein, cette statue, donc on l'enlève. Moi j'ai vu cette statue, et en fait, elle a un visage de vierge flamande. C'est-à-dire que ça fait penser, vous savez, les vierges de Hans Memling, les peintres flamands du XVIe siècle, sont des visages très larges, avec les yeux un peu bridés. C'est exactement ça. C'est une vierge flamande. Donc, on est vraiment dans l'esthétique flamande. Et c'est un travail de sculpture de bois magnifique. Hein, qui travaille sur les draperies, et bon, et puis la position des mains. C'est très très beau. Hein. Alors évidemment, on ne la voit pas très bien, mais elle est très très belle. Voilà. Donc voilà, ce buffet qui en lui-même est toute une histoire. C'est vrai que c'est un livre d'image. Parce qu'il faut comprendre que les gens de l'époque qui ne savaient pas lire, hein, pour eux, ça parlait. Les ostensoirs, la lumière du devant, l'est, la couleur, ça devait parler. Sur les murs, voilà, magnifique. Et puis la Vierge, bon, le croissant de lune, ils savaient les gens, hein, parce que monsieur le curé leur disait, leur racontait ça. Jean lisait le livre de l'Apocalypse. Bon, et puis c'était comme les saints dans les églises, quoi. Ils racontaient une histoire, les frontons, voilà. Donc c'est un livre d'images magnifique pour l'édification des fidèles. Voilà. Voilà. Est-ce que bon. Total respect, on dit, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont. Vous voyez, c'est des tournées, c'est style Louis XIV, ça a été restauré, chevillé en bois, c'est du beau travail. Voilà. Et puis vous avez ce qu'on appelle la fenêtre. Alors, bon, regarde, oui, il y en a des décoration, ça c'est moi. Ça c'est moi. C'est une touche personnelle, si vous voulez. Alors, vous pouvez rire. Vous allez voir, vous évoquez. Mais bon, c'est moi parce que si vous voulez, les fleurs et les fées, pour moi, c'est un nom de féerique. Quand on entend, c'est magique et c'est féerique. Et alors, j'ai ajouté des petites fées, des fleurs qui sont. Ah, ben il y a des fées, il y en a beaucoup, il y en a 40. Hein. Ah, d'accord. Qui sont des fées d'origine anglaise. Hein, qui sont des fées d'origine anglaise, qui sont en fait des figurines faites d'après des aquarelles d'une aquarelliste anglaise qui s'appelait Cicely Mary Barker, qui faisait des fées des fleurs dans les années 20, 30. Et c'est très très beau. Et donc il y avait des figurines. Et puis j'ai rajouté des fleurs. Enfin, c'est un peu ma cuisine personnelle là. J'en ai mis une, vous voyez, avec une couronne. Ça, c'est la fée de l'églantier. Donc chaque fée correspond à une fleur spéciale. Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc ça c'est la fenêtre. Ça c'est le grec ancien. Ah d'accord. J'ai rajouté ça, bon, j'étais prof de grec ancien, enfin entre autres, latin, grec, etc. Et ça veut donc dire, ça, j'ai rajouté ça, c'est une citation, c'est de Platon, qui avait marqué au fronton de l'académie, c'est-à-dire l'école à Athènes où il enseignait, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre », puisque la géométrie était la base de la philosophie. Moi j'ai mis en grec, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ou poète ». Voilà. Parce que, voilà, il faut créer au centre création. Je vais même rajouter en grec ici un autre mot, selkterion, ce qui veut dire enchantement. Enchantement au sens magique, comme un filtre magique. Voilà. Alors, ça s'appelle une console en fenêtre, parce que ça s'ouvre comme une fenêtre. Les volets sont les volets de 1725, hein, peut-être même d'avant, on ne sait pas. Alors j'ai mis des photos, je passe très vite, j'ai mis des photos des gens qui étaient des amis et que j'admire, qui sont tous morts malheureusement. Donc Michel Chapuis, ici, et ici à Orgelet, très peu de temps, 4 ans avant sa mort, hein, qui était monté difficilement ici, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Puis des amis, un ami qui était organiste à Souvigny dans l'Allier, le grand organiste Jean Boyer qui est mort très jeune, à 59 ans,
Ça, c'est toujours mon ami Henri Delorme. Ça, j'ai mis Glenn Gould, le pianiste, que j'admire profondément. Voilà. Et ça, c'est un ami claveciniste anglais, George Malcolm, qui était un très très grand claveciniste, chef d'orchestre, partenaire d'Eddie Menuhin, un grand musicien anglais, qui a été un ami de toute ma vie, comme Michel Chapuis. C'est des gens qui comptent pour moi. C'est ma famille un peu, voilà, ma famille rêvée. Alors, je mets en marche l'instrument. Vous allez voir, attention les bras des soufflets. Donc, il y a un moteur là-bas, c'est un moteur silencieux, une boîte anti-retour, donc ça fonctionne de façon silencieuse, ça envoie la pression toujours la même, bien sûr, avec une pression relativement basse. Et puis, voilà, les soufflets vont se remplir complètement. Et puis, une fois qu'ils seront remplis, et ben on peut jouer. Et donc, ils vont alternativement bouger selon ce dont on aura besoin. Et plus on utilise de jeu dans l'orgue, plus l'orgue a besoin d'air, bien sûr, que le soufflet marche. Et donc, ça correspond à ce que faisait le souffleur. Vous voyez, il prenait ça et puis. Il l'appuyait comme ça, alors là il est rempli, donc j'ai pas besoin, mais comme ça, très lentement, et puis ensuite on passait à l'autre, hop, comme ça. Il fallait quelqu'un, sinon on pouvait pas jouer. Alors, oui. Depuis qu'il y a un moteur, depuis 1930, jusqu'en 1930, il fallait souffler ou pédaler, ça dépend. Je crois que c'était un autre système de soufflet avec lequel il fallait pédaler. Il fallait avoir quelqu'un sous la main. Alors, le pédalier qui a été rajouté en 1750, vous voyez, des touches toutes petites, des époques, 1750. Et les touches sont françaises? Ah oui, les touches, bien sûr. Ça correspondait à des notes? Alors, ça correspond aux notes. Ça tire les notes de la première octave. C'est un pédalier qui n'est pas autonome ni indépendant, c'est un pédalier de soutien qui sert à jouer les graves sans avoir besoin d'allonger la main. Moi je pourrais le faire parce que j'arrive à faire des grands écarts, mais les gens du 18e, 19e étaient petits. C'était petit, 1m60, c'est la taille moyenne. Et donc ils avaient des petites mains, et bien la taille du clavier. Et donc là, ce clavier a été remplacé puisque le clavier a été jeté en 1850. Et il a refait, Bernard Robertin, un clavier à l'identique des claviers anciens, donc c'est hausse et belle. Ça, ce sont les tirants de registre, c'est-à-dire ce qui sert à appeler les jeux. Donc, tant que je ne joue pas, vous voyez, si je fais ça, il ne se passe rien. Mais si je tire le jeu, là, il y a le son. Voilà. Il faut à la fois que les touches soient baissées et en même temps qu'un jeu soit tiré, sinon il ne se passe rien. Voilà. Ça, c'est un des trésors de cet orgue. Ce sont les étiquettes des jeux écrites par Marin Carouge. C'est-à-dire que jusqu'à la Restauration, il y avait là des étiquettes apposées en 1850 avec les jeux qui avaient été ajoutés et qui ne correspondaient absolument pas aux jeux historiques. Et quand il a restauré, Bernard Robertin, il a sauté les étiquettes et il tombe là-dessus. Et alors là, il veut dire qu'il a eu un choc, il m'a dit là, c'est un choc. Oui, souvent dans ma vie comme ça, parce que il a ensuite comparé avec le devis de Marin Carouge, c'est l'écriture de Marin Carouge, c'est la façon de former ses notes. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on a là, si vous voulez, c'est comme s'il venait de le faire. Alors, c'est écrit sur du parchemin, c'est écrit à la plume, bien sûr, c'est écrit à l'encre de noix de pécan, c'est pas de la rue encore de Chine, en noix de pécan, elle reste beaucoup mieux. Et il a écrit ça avec sa calligraphie après de l'époque. Bon, il y a même l'orthographe de l'époque, c'est IMBA2LE, c'est pas une faute, ça s'écrivait comme ça. Voilà. Et c'est étonnant parce que on a tous les noms des jeux et on peut imaginer que, ma foi, il a dû proposer, il a dû coûter cher de faire des plaques avec les noms, vous pouvez le faire. Il a dû pouvoir faire, bon, je vais vous le faire, je vais les écrire. Par exemple, c'est vite fait, bon, il a dû s'asseoir là où je suis, et puis il a dû écrire, voilà. Donc c'est quand même, c'est magnifique ça, c'est magnifique. Alors, je vous fais entendre, donc il y a deux séries de jeux dans cet orgue. Un jeu, ça correspond
à une sonorité, et ça correspond à une sonorité sur tout le clavier, sur 48 notes. Donc par exemple, je tire le bourdon, je vais avoir 48 tuyaux, là-bas en haut, il y a 48 tuyaux du bourdon, et ainsi de suite pour tous les autres jeux. Alors, le bourdon, il est 1627. Il est 1627, il a été conservé intact. Alors, après, il y a la montre. Alors, la montre, qui n'a rien à voir avec une montre, la montre, je veux dire, c'est le jeu qui se montre, c'est les tuyaux que l'on voit. Donc, c'est les tuyaux de la façade, c'est ceux qui ont été fusillés. Elle est en étain, parce qu'il faut que les tuyaux que l'on voit soient brillants, et donc l'étain est un métal riche, cher, il faut faire venir, etc., il faut rouler les feuilles d'étain, toute technique. Voilà, alors que le bourdon, lui, il est en bois et, je crois, en plomb. Alors la montre,
Alors, après, je peux associer le bourdon et la montre, parce que le principe de l'orgue, c'est qu'on peut mélanger les jeux, on les ajoute les uns aux autres, et donc on va avoir un édifice qui va se construire, et qui est étonnant, et qui étonne toujours les gens, même les organistes, quand ils voient cet instrument, ils disent, oh, ce petit instrument, c'est petit, ça ne va pas. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors j'ajoute ensuite la doublette. Alors la doublette, ça veut dire qu'en fait on double l'octave, ça veut dire qu'on monte l'octave au-dessus, ça va sonner l'octave au-dessus de ce que vous venez d'entendre, donc ça va être un peu plus aigu. Alors vous remarquez que le clavier, je tire deux registres par la fois, c'est parce qu'en fait il y a un seul clavier et que l'astuce a consisté à faire un clavier coupé, c'est-à-dire partie basse, partie ici. Ce qu'on appelle les basses et les dessus, B, D. Voilà. De façon à pouvoir, comme il n'y a qu'un seul clavier, ça pallie l'absence d'un autre clavier et on peut s'accompagner avec un jeu ici puis un autre là. Voilà. Donc la doublette.
là, avec bourdon, montre, doublette, fourniture cymbale, on obtient ce qu'on appelle dans le langage de l'orgue le plein jeu de l'orgue. C'est un mélange de sonorités unique à cet instrument, à l'orgue, d'une façon générale, et qui est un ensemble d'harmoniques qui peuvent être très très riches. Et là, on est dans un plein jeu de 1627, ce qui est très très rare. Donc voilà ce que ça donne. Alors que ses compagnons, c'est une facture, m'ont dit, tu peux regarder ça, écoutez, et donc il l'a complètement restauré, ressuscité, et c'est une merveille, une petite flûte qui est en bois et en plomb. Oui, bois et plomb. Alors pour le reste, là, vous avez les jeux qui ont été rajoutés. Alors par exemple le Nazar, qui est un jeu qu'on ne joue pas tout seul, on pourrait, et qui se joue accompagné. Alors par exemple avec le bourdon et la flûte. Donc c'est un jeu de 1725, accompagné par des jeux de 1627.
relation amoureuse, hein, vous savez que j'ai là. C'est de la relation amoureuse, ça. C'est une espèce oui, c'est une sorte d'amour, voilà. Alors, après... Vous avez déjà joué sur d'autres harmoniums. D'autres orgues. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais celui-là, il y a... Ah ben non, mais si vous voulez, j'ai du mal maintenant, je dis maintenant, oui, j'ai du mal à les jouer, parce que j'ai celui-là dans la tête, oui. J'ai les sonorités de celui-là dans la tête, et je ne peux pas m'empêcher de comparer. Hein. Et alors, il y a des instruments très très beaux, c'est pas pareil. Puis c'est vrai aussi que je les connais moins. Hein. C'est vrai que moi, cet orgue, j'ai une communauté de vie de 30 ans. Hein. On est un vieux groupe. 5 grands tuyaux par note. C'est-à-dire que les autres jeux, il y a un tuyau par note. Le cornet, c'est un jeu. Pour chaque note, il y a 5 tuyaux. Qui donne quelque chose de très brillant. C'est Marin Carouge. Alors, elle est vraiment signée Marin Carouge, bonjour. Elle est vraiment signée Marin Carouge, c'est-à-dire qu'il y a tous les tuyaux. C'est très rare, parce que quelquefois, au fur et à mesure des réparations, etc., on change des tuyaux, on enlève des tuyaux, on en met d'autres, on les remplace, etc. Non, là, on a toute la trompette de Marin Carouge de 1725, en étain martelé, parce que c'est une trompette, il faut que le son soit brillant, hein, soit fort. Et donc, cette trompette, on peut la jouer toute seule. Hein?
Et il fait penser aux